s'assoit. Voilà, donc nous allons poursuivre cette troisième session particulièrement intéressante et sans plus tarder, je vais donner la parole à Marc Humbert qui va nous parler des hypertensions artérielles pulmonaires médicamenteuses. Merci. Marc, tu as la parole. Merci à vous. Déjà, je voulais commencer en disant que ça fait vraiment plaisir de se réunir en face à face. La dernière fois, c'était en janvier 2020. On s'est tapé quand même presque 3 ans d'éloignement et c'est vraiment très agréable de vous voir très nombreux ici. Deuxièmement, on est en train de faire les labellisations des centres maladies rares. Donc, je voulais remercier tous ceux qui avaient travaillé sur leur centre avec leurs équipes. Ça a été un travail colossal et je voulais remercier Xavier Jaïs qui avait coordonné quand même les réponses de chacun, et Céline Lustrement et la filière Respifil qui ont travaillé de façon extraordinaire. Donc, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, je crois qu'il y a Xavier là, et Céline, je ne sais pas si elle est déjà partie, mais vraiment beaucoup de travail. Et toute l'équipe, voilà, toute l'équipe Respifil. Merci. Donc, je vais vous parler d'hypertension artérielle pulmonaire médicamenteuse. Donc, volontairement, j'ai pris quelque chose qui avait moins de 10 lignes dans les guidelines, David. J'ai pris quelque chose d'encore plus petit, mais qui avait un tableau et qui est vraiment, je pense, un élément qui a été un élément constitutif de réseau et constitutif de la structuration dans le monde entier de la vie des centres d'hypertension pulmonaire et des liens aussi avec les patients et les soignants. Donc, je dois avoir mes liens d'intérêt ici. Et dans le tableau des guidelines, il y a d'abord la classification qu'a décrit Gérald Simoneau tout à l'heure, où vous voyez qu'on parle maintenant d'hypertension artérielle pulmonaire associée avec des prises de médicaments ou de toxiques. Donc le mot associé, ça veut dire que le mot induit, il est peut-être excessif dans certains cas. Il y a sûrement des associations qui sont plus subtiles que ça et qui déclenchent la survenue d'une maladie sur des terrains prédisposants. Donc l'association, c'est bien, et ça permet de réfléchir à chaque fois et de discuter de chaque cas de façon indépendante. Donc quand même un groupe très important, parce que le tout premier congrès mondial de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'était Primary Pulmonary Hypertension, c'était en 1973 et c'était intégralement lié à l'apparition de cas d'hypertension artérielle pulmonaire, qu'on appelait primitive à l'époque, en Autriche, en Suisse et en Allemagne, induits par l'aminorex. Dans ces guidelines de 2022, on a 2 colonnes sur les drogues et les médicaments et les toxiques. La colonne des associations définitives, prouvées de façon rigoureuse, soit par des études cas témoins, soit par des larges cohortes de patients et parfois même par la réduction de l'hypertension artérielle pulmonaire lorsqu'on arrête le médicament, ce qui est assez rare en fait. Mais donc tous ces éléments font que certaines associations sont considérées comme définitives. Et quand vous regardez bien la colonne de gauche, en rouge, il y a quasiment que des amphétamines. Donc c'est vraiment la famille détestable. Et pour ceux d'entre vous qui êtes spécialistes des apnées du sommeil, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de remettre sur le marché des amphétamines. Donc soyez prudents et déclarez les cas, ça va être ma conclusion tout à l'heure. Il y a 2 autres médicaments que des amphétaminiques qui sont dans la liste. C'est l'huile toxique frelatée espagnole, dont on n'a plus de cas, bien heureusement, actuellement, et puis le dasatinib, sur lequel David a beaucoup travaillé et toutes les équipes du réseau. Et puis ensuite, il y a une vraie drogue sur laquelle on est très mauvais dans l'interrogatoire en France, c'est les méthamphétamines. Moi, je travaille beaucoup avec l'Angleterre. Certains d'entre vous savent que je travaillais avant en Angleterre. Et là, la semaine dernière, Laura Price m'a présenté un dossier. C'est une ancienne de Bicêtre, de Clamart même, qui est maintenant à Londres. Et c'est un dossier typique d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 chez quelqu'un qui prend de la méthamphétamine. Et la méthamphétamine, je pense qu'aucun d'entre vous ne posait la question quand vous avez quelqu'un qui a 25 ans et qui a une hypertension artérielle pulmonaire. Est-ce que c'est vraiment dans votre liste? Est-ce que vous recherchez des toxiques dans les urines? À Stanford, ils recherchent les toxiques dans les urines. Ils en trouvent dans 25% des cas. Donc la méthamphétamine, c'est quelque chose qui existe en Europe, surtout en Angleterre, assez peu en France, mais dans certaines régions, ça existe. Alors maintenant, un petit mot sur l'histoire de l'hypertension artérielle pulmonaire associée aux médicaments. L'histoire a commencé avec l'aminorex.
un amphétaminique qui était un anorexigène. Et dans les années 67-70, vous voyez, c'est assez impressionnant. Vous avez une augmentation majeure des cas d'hypertension artérielle pulmonaire dite primitive à l'époque. Et vraiment, dans 3 pays, Autriche, Allemagne, Suisse, il y a une coexistence, une coïncidence dans le temps et l'espace de l'apparition de médicaments et de l'apparition de cas d'hypertension artérielle pulmonaire, principalement chez des femmes jeunes qui ont été exposées à ce produit. Donc il y a des gens comme Gürtner, que moi je n'ai jamais rencontré, mais qui a associé son nom à cette apparition soudaine et brutale de cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et en 1973, les spécialistes de l'hypertension pulmonaire se sont réunis à cause ou grâce à cette épidémie de cas induits par les anorexigènes. Et ça a permis à notre communauté de se structurer et d'avancer de façon très, très efficiente. Alors il y a une deuxième grande épidémie, on va dire, ou grande apparition d'hypertension artérielle pulmonaire associée à des prises médicamenteuses. Et là, donc, François Breneau, Gérald Simonneau, Lucien Benaïm et beaucoup de Français ont été très, très importants dans l'identification de ce cas d'association entre la prise d'un coupe-faim énormément prescrit. S'il y a des gens qui ont une cinquantaine d'années dans la salle, il faut savoir que quand on sortait de maternité après avoir pris quelques kilos, des sages-femmes et des médecins prescrivaient ces coupes-faim pour perdre 2-3 kilos. C'est une réalité. J'ai plein de cas où il n'y avait même pas d'interrogatoire sur est-ce qu'il y a une possibilité de réduction pondérale par des choses plus simples. Ils avaient leur prescription. Il y avait un gros impact de l'industrie pharmaceutique à l'époque de ce laboratoire Servier qui avait une influence tellement forte que ce médicament était vraiment prescrit de façon excessive et sans beaucoup de surveillance. Donc le grand papier dans la littérature, c'est un papier très important qui a été publié en 1996 dans le New England Journal of Medicine et qui montre que quand on a pris plus de 3 mois des anorexigènes, en particulier des fenfluramines, eh bien, on avait un risque qui était au moins de 6 fois. Et quand on a pris plus de 3 mois, c'était 23 fois le risque de la population générale. Donc vous avez vraiment une association démontrée de façon rigoureuse et scientifique. Et là, vraiment, chapeau à tous les gens qui ont démontré ce risque, parce que ce n'est pas facile de démontrer une augmentation de risque sur une maladie rare induite par un médicament fréquemment prescrit. Donc c'était un très beau travail qui a été publié dans le New England et qui est vraiment un travail qui a eu beaucoup d'impact. Ensuite, le réseau français, au départ, avant le vrai réseau français, le centre de référence a beaucoup colligé de cas d'hypertension pulmonaire associés à la prise de fenfluramine. Et quand Rogério Souza, qui est brésilien, était à Clamart, on a publié 109 cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et vous allez voir qu'il y a des éléments importants. Premièrement, c'est avant tout des femmes jeunes. Deuxièmement, elles ne sont pas si grosses que ça. Vous voyez, le BMI 27. Donc il y avait beaucoup de prises de médicaments coupe-faim pour des raisons esthétiques plus que médicales, si tant est qu'il y a un intérêt médical à prendre des coupes-faim pour perdre quelques kilos. Et puis vous voyez dans ce tableau que le test de marche de 6 minutes était très altéré. Donc c'est des cas assez sévères. Et ensuite, dans le registre français de l'hypertension pulmonaire, de l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, avec Olivier, avec Harry, avec tous les gens dans la salle de ma génération, on a publié les premiers 700 patients de France dans le cadre d'un registre structuré. Et vous voyez qu'à l'époque, 10% des patients en France souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire avaient eu une exposition aux anorexigènes et avant tout à la fenfluramine. Et quand on regardait les cas incidents, vous vous rappelez, cas prévalents, cas incidents, donc les cas qui étaient des survivants des années passées, il y avait 11%. Par contre, les cas incidents, il y avait 3%. Et on pensait vraiment que c'était une affaire ancienne. On avait même écrit dans le papier de Rogério Souza, regardez cette belle courbe, il y a eu beaucoup de cas dans les années 90, on ignorait le risque de la fenfluramine, on l'a démontré dans un papier dans le New England, on a sorti la fenfluramine du marché mondial en 1997. Quel succès! Quel succès! Mais tout ça, c'était sans compter le Benfluorex. Le Benfluorex, c'était la même chose, mais avec un phoné de médicaments prescrits pour le diabète et les dyslipidémies, indirectement par la réduction pondérale. Et en fait, le Benfluorex est un anorexigène, rien d'autre. D'ailleurs, Benfluorex, Orex. Donc il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir fait l'X-Helena, comme disait mon père, pour découvrir ça. Aminorex, Benfluorex, même combat.
Et donc, l'équipe de Brest et tout le réseau français a vraiment beaucoup travaillé là-dessus avec l'équipe de Clamart. Et on a vu déjà, à notre grande stupéfaction, hein, qu'il y avait 5 millions de patients exposés en France. Ça fait beaucoup de diabétiques, hein, il y en a sûrement beaucoup, hein, des diabétiques, mais bon. Et aussi en Italie, au Luxembourg, à Chypre. Et donc, ce médicament, il a été retiré du marché 12 ans après la fenfluramine et la dexmethorphan. Donc, en 2009. Et c'est que dans le congrès mondial en 2008 à Dana Point qu'on l'a introduit comme association définitive. C'est-à-dire qu'on n'a pas tergiversé, on a considéré que c'était la même famille médicamenteuse. Il y avait même un cas clinique d'une étudiante canadienne, Kim Boutet, qui était également à Clamart, et avec 5 cas successifs d'hypertension artérielle pulmonaire associée à la prise de Benfluorex, pour l'une d'entre elles avec une valvulopathie. Vous savez que tous ces médicaments-là, non seulement ils donnent des hypertensions artérielles pulmonaires, mais ils donnent également des valvulopathies. Et donc, vous avez ce très beau papier dans le New England, qui est un papier général sur les valvulopathies induites par les médicaments. Et vous voyez que le grand thème de ce papier, c'est la fenfluramine est métabolisée en norfenfluramine, et c'est un agoniste du récepteur 5-HT2B, donc sérotonine type 2B. Et en fait, quand on regarde le 5-HT2B, eh bien, c'est très important dans les valvulopathies cardiaques et c'est également très important dans l'hypertension pulmonaire. Et quand on fait un petit zoom sur les différentes voies de la norfenfluramine, on voit que le Benfluorex est lui aussi dégradé en norfenfluramine. Donc c'est la même chose que la fenfluramine. Alors, Laurent Saval a pris beaucoup de temps pour analyser tous les cas du réseau français. On était vraiment sous pression. On avait beaucoup de pression politique à l'époque. Et le réseau, et je salue quand même le travail de Laurent, qui était un travail difficile à l'époque. Et donc, on a ressorti beaucoup de cas. Et clairement, c'est très impressionnant. Vous avez vu qu'en 1997, il n'y avait plus de fenfluramine connue, au moins de la population générale, mais le Benfluorex était prescrit comme anorexigène. Il a été de plus en plus prescrit au début des années 2000, et on voit le nombre de cas qui augmente, non seulement parce qu'il y a eu plus de cas, mais aussi parce qu'il y avait une connaissance de l'association. Et c'est vrai que quand on fait un interrogatoire, je vous ai un peu alerté sur les méthamphétamines, c'est la même chose, il faut faire des interrogatoires pharmaceutiques et médicamenteux et d'exposition aux drogues sans a priori. On ne cherche pas le médicament qu'on connaît, on cherche aussi des associations nouvelles qui peuvent permettre des découvertes nouvelles. Alors justement, pour rebondir sur les associations nouvelles et des découvertes nouvelles, je voulais vraiment insister sur le travail de David et du réseau français, sur le fait que sur très peu de cas, on peut déclencher une alerte. Clamart, année 2010, petit centre de banlieue, centre de référence de l'hypertension pulmonaire, et on voit un cas en 2008 d'hypertension pulmonaire associée au dasatinib. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On voit que c'est un traitement pour la leucémie myéloïde chronique, qui est un traitement de deuxième ligne après l'imatinib. On savait déjà que l'imatinib, c'était peut-être intéressant dans l'hypertension pulmonaire, donc on se disait, c'est sûrement pas ça. Et ensuite, 4 cas en 2009, 8 cas en 2010 et de plus en plus de cas, avec 75 cas en 2012 rapportés en Europe. Donc cette simple association de quelques cas avec des gens vigilants a fait qu'il y a eu une alerte au niveau du réseau. Moi, je me rappelle, j'avais été appelé à l'Agence nationale du médicament pour rencontrer les éminences pour dire sur quelle base on déclenchait une alerte. Et j'ai même eu des coups de téléphone d'avocats américains qui me demandaient si j'avais bien réfléchi à ce que je faisais. Donc voilà, donc il faut quand même savoir que c'est une ambiance pas toujours facile. Et donc le dasatinib, non seulement est clairement associé à un risque d'hypertension artérielle pulmonaire, mais seulement chez un malade sur 200 exposés. Donc il y a sûrement d'autres choses. C'est sûrement dépendant de la dose initiale, de la durée du traitement. Donc tout ça est très intéressant. Peut-être de comédication, comme l'interféron et d'autres comédications, à des comorbidités, comme la grosse rate et d'autres éléments. Donc c'est complexe, mais il y a indiscutablement un lien. Et le simple fait d'arrêter le dasatinib fait améliorer l'hémodynamique et la clinique dans 30% des cas. Donc c'était intéressant, et certains malades étaient aussi traités par des traitements de l'HTAP et s'amélioraient. Même histoire avec l'interféron. Alors l'interféron, c'était encore une histoire étonnante, parce que l'interféron alpha, ça se donnait avant tout chez des malades qui avaient des hépatites chroniques.
Donc on disait c'est l'hypertension portopulmonaire, mais ils n'avaient pas toujours des hypertensions portopulmonaires. Et ensuite, on s'est rendu compte que quand on arrêtait l'interféron, souvent les malades s'amélioraient. Et ensuite, on a eu des malades traités par interféron bêta pour autre chose que l'hépatite chronique virale, mais pour la sclérose en plaques en particulier. Et on a observé la même chose. Et donc, Laurent Saval et le réseau ont rapporté des cas d'interféron, enfin d'hypertension artérielle pulmonaire induite par l'interféron. Et ensuite, la complexité, c'est qu'il y a des malades très graves qui ont des maladies sérieuses, comme des cancers, etc., qui développent des HTAP. Et souvent, on avait les hypothèses hypertension artérielle pulmonaire métastatique ou alors des hypertensions pulmonaires du groupe 5 liées à des thromboses et des complications du cancer. Mais finalement, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une surreprésentation de certains agents alkylants et en particulier cyclophosphamide et mitomycine. Donc, même la mitomycine, on a été capable de créer des modèles animaux de la maladie véno-occlusive pulmonaire. Donc, ça montre que quand on est agile, on trouve des associations et on peut aussi démontrer chez l'animal que cette association est pertinente. Donc là, avant de passer à une dernière partie, je voulais quand même insister sur votre rôle en tant que vigie dans le cas de la pharmacovigilance. Il y a un registre national de veille sanitaire des cas déclarés à la pharmacovigilance. Marie-Camille Chaumet, qui est, je crois, dans la salle, est responsable de l'organisation de Vigiapat. Je la remercie beaucoup et je la félicite beaucoup pour tout ce qu'elle a fait dans sa carrière avec nous. Et vraiment, il faut essayer de mettre en place un questionnaire d'exposition médicamenteuse systématique. Et Marie-Camille pourra éventuellement commenter là-dessus. Dans les 3 dernières minutes, je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon très sérieuse et très rigoureuse sur la pharmacovigilance et que finalement, c'est naturellement qu'ils viennent vers nous et nous vers eux pour essayer de développer une connaissance meilleure sur les associations d'exposition à un risque médicamenteux et l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, il y a à Grenoble Jean-Luc Krakowski, qu'on connaît bien, et également Charles Coury, qui travaille de façon très dynamique sur les associations entre exposition médicamenteuse et risque vasculaire pulmonaire. Et il a récemment sorti dans le British Journal of Clinical Pharmacology un bel article qui est l'exploitation d'une base de pharmacovigilance de l'OMS. Il faut savoir que nous, les médecins, on déclare des accidents médicamenteux. On en voit 1 ou 2 dans notre vie. Si on n'est pas dans un centre de référence, on n'en voit peut-être pas du tout. Mais si tous les généralistes, tous les cardiologues, tous les pneumologues déclarent les événements indésirables, il y a des grandes bases qui existent à l'échelle européenne, américaine et internationale avec l'OMS. Et donc, dans ces grandes bases de données, qui sont très, très hétérogènes, il y a beaucoup d'hypertension pulmonaire post-capillaire, par exemple, c'est toujours la même chose. On est toujours contaminé par d'autres cas. Mais quand même, il y a de quoi faire du travail de recherche et ce qu'on appelle les analyses de disproportionnalité. Ça permet de générer des hypothèses, effets indésirables médicamenteux, c'est-à-dire quand il y a une disproportion entre l'exposition à un médicament et l'apparition d'une maladie rare comme l'HTAP, on peut le repérer. Donc les méthodes sont complexes, elles sont très mathématiques, ça utilise même parfois de l'intelligence artificielle, et ça permet de repérer des signaux de disproportionnalité. Et donc vous avez, quand on analyse la grande base de l'OMS, des milliers et des milliers de cas d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors vous avez plein de cas exclus, c'est par exemple des gens qui ont déclaré des hypertensions artérielles pulmonaires qui existaient déjà avec des médicaments qui ont été prescrits après. En général, c'est moins pertinent. Mais par contre, il y a beaucoup de nouveaux médicaments qui sont sortis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des médicaments qui vont induire ou causer ou s'associer à une hypertension artérielle pulmonaire, mais il y a quand même des analyses à faire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des médicaments déjà décrits. Ça veut dire que cette méthodologie, elle fonctionne. Deuxièmement, il y a des signaux qui sont considérés comme probables avec des médicaments pas encore connus. Il y en a qui sont considérés comme possibles et d'autres comme très peu probables. Et vous voyez, c'est présenté de façon très, très originale sous cette forme-là. Bien sûr, je ne vais pas vous en parler là, mais vous voyez, la plausibilité, elle est selon un code couleur. Et il y a plein de médicaments. Il y en a, ce n'est pas des surprises, c'est des amphétaminiques, c'est toujours pareil. C'est pour ça, moi, je pense que tous les amphétaminiques qui arrivent sur le marché, il faut vraiment les surveiller comme le lait sur le feu. Mais il y a beaucoup d'agents alkylants. Il y a beaucoup de médicaments du cancer. Et si vous voulez, dans les médicaments que l'on a analysés
Et David et Marie-Camille, en ce moment, ils travaillent beaucoup avec Charles Coury. Mais vous voyez, il y a la gemcitabine, qu'on prescrit beaucoup en pneumologie. Il y a toute une série d'immunosuppresseurs, en particulier le léflunomide, sur lequel on a publié avec David récemment, et des inhibiteurs de tyrosine kinase, et puis des inhibiteurs du VEGF. Vous avez entendu tout à l'heure parler du KDR. KDR, c'est le récepteur du VEGF. Quand il y a des mutations KDR, on fait des hypertensions artérielles pulmonaires. Ce n'est pas une immense surprise que quand on bloque le VEGF, on puisse éventuellement déclencher des HTAP. Donc c'est sous surveillance. On ne dit pas que c'est une cause certaine, c'est juste sous surveillance et il faut bien travailler. Donc pour conclure, cette petite présentation, elle est plutôt là pour un peu réveiller tout le monde en disant, certes, on vit sur une histoire glorieuse d'association de médicaments et d'hypertension artérielle pulmonaire, mais il y a encore des choses qui vont survenir dans notre carrière. Il faut poursuivre la surveillance, déclarer les cas au centre de pharmacovigilance et, si possible, à Vigiapat en plus. Marie-Camille est très facilitante. Quand vous avez la moindre difficulté, elle est toujours là pour vous aider. Et donc là, je voulais quand même remercier individuellement un peu des gens. Donc tous les gens du centre de référence qui se font très mal sur l'identification de causes médicamenteuses, le CHU de Grenoble avec Charles et Jean-Luc, l'INSERM UMR 999, où des chercheurs sont nourris régulièrement par les associations qu'on découvre, et eux, ils essayent de développer des hypothèses pour expliquer ce lien. Et puis bien sûr, l'association de patients qui est très vigilante sur ce point-là. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, Marc, pour cette très complète présentation à partir d'un seul tableau ou d'une seule ligne des guidelines. Tu nous as fait une très belle synthèse. La parole est à l'auditoire. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Sur la méthamphétamine, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous posent la question à leurs patients. Ouais, il n'y a que Nicolas parce qu'il habite dans le Nord. Hein? Tu le fournis, d'accord. C'est enregistré. Il faut donner ton adresse. Mais je pense qu'effectivement, c'est sous-estimé. Oui. Ça doit être sous-estimé parce qu'effectivement, à partir du moment où on a une cause d'HTAP, a priori, dans notre groupe, c'est vrai qu'on est peut-être moins actif et moins pertinent dans les questions qu'on pose. Et je crois qu'effectivement, un interrogatoire et en particulier une synthèse de ce qu'on peut proposer comme question serait pertinent pour tout le monde. Oui, David. Juste un mot sur la méthamphétamine. Je ne réponds pas à la question qui en prend. C'était juste pour dire qu'en fait, la consommation en France de méthamphétamine est probablement quand même beaucoup moindre qu'aux États-Unis, mais on a ce qu'on détecte probablement moins et qui est très développé en France et qui se développe très rapidement, c'est les drogues de synthèse, dont certaines ont probablement les mêmes effets, ou en tout cas les mêmes voies. Donc c'est vrai que la question de dépister, alors on s'était posé la question de pouvoir faire du dépistage systématique dans les urines, mais on doit avoir quand même l'accord. Il ne se pose pas la question, je crois, aux États-Unis, mais c'est vrai que ça serait quelque chose de logique. À mon avis, on aurait des surprises. On aurait quand même des surprises. On passe peut-être à côté de, peut-être pas la méthamphétamine, mais des analogues de synthèse. Tout à fait. Alors, il y a un collègue qui s'appelle Roham Zamanian à Stanford. C'est assez impressionnant quand on lui parle. Il y a même eu des essais en école, à l'école. On fait des tests urinaires à des gamins de 15-16 ans. Il y a 20-30% de tests positifs. C'est impressionnant. Il y a un test en sortant. Ouais. Je peux sortir par là. Oui, Eric. J'ai une petite question, Marc. Tu disais qu'on assiste parfois à des améliorations à l'arrêt du traitement, notamment l'interféron. Il y a d'autres situations où on peut guérir en arrêtant le médicament. Alors c'est intéressant parce que souvent c'est considéré comme un élément de plus en faveur d'un lien de causalité entre l'exposition à un facteur de risque et l'apparition de la maladie. Mais dans l'hypertension artérielle pulmonaire, et Gérard a beaucoup travaillé là-dessus, il est probable que les fenfluraminiques en particulier sont plutôt des révélateurs d'une maladie vasculaire pulmonaire qui de toute manière ne serait peut-être pas survenue, mais qui est irréversible. C'est-à-dire c'est une maladie sévère, précapillaire, avec un remodelage intense. Il faut 70-80% des vaisseaux obstrués pour avoir le moindre symptôme. Donc c'est sûr que c'est arrivé à un stade trop tardif. Par contre, il y a des médicaments qui sont plus spasmiques, comme le dasatinib. Le dasatinib, il y a quand même des améliorations chez 30% des patients, pas toujours des guérisons. On a même transplanté des malades, mais des améliorations chez 30% des malades. Dans les premiers rapports, les premières publications sur les fenfluraminiques, bizarrement, ils disaient que c'était réversible dans le BMJ, mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc la réversibilité, c'est assez rare. Et ce n'est pas
Ce n'est pas un élément obligatoire. C'est good to have, mais ce n'est pas obligatoire. Oui. Grégoire? En attendant le micro, sur la prévalence des mutations génétiques chez les patients qui ont des causes pharmacologiques associées. Ouais, alors ça a été un élément qui nous ont fait penser que les patients exposés aux fenfluraminiques étaient probablement prédisposés parce qu'on a eu des jumelles BMPR2 qui ont toutes les deux pris le médicament et développé l'hypertension artérielle pulmonaire dans les mois qui ont suivi la prise du médicament. Donc ça nous a quand même, bon, c'est qu'un cas, hein, faut pas trop épiloguer là-dessus. Mais par contre, ensuite, on a regardé les mutations BMPR2 dans toute la cohorte française. On l'a publié en 2002, hein, c'était très tôt. Hein. Le gène avait été découvert 18 mois plus tôt. Et on avait à peu près 1 sur 10 qui était porteur d'une mutation BMPR2 contre 2 sur 10 dans les formes idiopathiques. Donc il y a quand même une similitude. Et est-ce que pour toutes les formes médicamenteuses, vous recommandez d'aller faire un screening génétique assez large? Oui, je pense qu'on va dire que ça dépend peut-être du sous-groupe. C'est-à-dire que si c'est une portopulmonaire exposée à l'interféron, on ne va peut-être pas y passer trop de temps. Par contre, toutes les formes du groupe 1, sans comorbidité de type connectivite, portale, on va le faire. On va le faire. On l'a fait dans les dasatinib, on n'a pas trouvé de mutation. Là, il semble y avoir vraiment une cause vraiment pharmacologique. Concernant l'imputabilité des anorexigènes, est-ce qu'il y a un intervalle libre entre l'arrêt du médicament, l'anorexigène, et la découverte de l'hypertension pulmonaire que tu juges comme rédhibitoire pour imputer le médicament et qu'on ne déclare même pas du coup? Ou est-ce qu'on déclare tout? Alors, c'est compliqué tout ça parce que c'était souvent un argument. Il y a eu plein de procès. Hein. Moi, je n'ai pas été impliqué, mais il y a des gens qui ont été impliqués dans la salle. Hein. Il y a eu beaucoup de procès. En fait, c'était des bagarres d'avocats en disant les premiers symptômes sont survenus 5 ans, 10 ans, 20 ans après la prise, donc ce n'est pas possible qu'il y ait un lien. D'un autre côté, on connaît mal. Hein, le fait de déclencher une maladie vasculaire pulmonaire peut mettre de nombreux mois, voire de nombreuses années, pour être révélé de façon symptomatique. Le vrai problème, c'était qu'il y avait probablement des excès avec des gens qui avaient des PAP moyennes à 26, des capillaires à 18, donc des vrais post-capillaires, et qui n'avaient pas de valvulopathie, parce qu'il faut quand même regarder les valvulopathies. Hein, c'est plus fréquent que l'HTAP. Et donc chez ceux-là, c'était plus discutable. Par contre, nous, dans notre expérience des années 2000, il y avait chez la plupart des malades l'apparition des symptômes dans les 2 ans qui suivaient la prise de produit. Voilà. Alors, quand on a quelqu'un qui a les premiers symptômes 6 ans, 7 ans après la prise du produit, moi, je suis plutôt favorable à les déclarer. Et ensuite, je ne suis pas un avocat dans un procès, mais je suis plutôt favorable à les déclarer parce que c'est des associations importantes à analyser. Ça dépend de la durée. Hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, plus de 3 mois de fenfluraminique. Et pour le dasatinib, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est souvent 2, 3, 4 ans d'exposition au dasatinib. Hein, ça a mis, il faut quand même une dose cumulée parfois avec ces médicaments-là. Est-ce qu'on a l'impression, Marc, aussi qu'il y a des populations à risque, c'est-à-dire puisqu'on a beaucoup de gens qui sont exposés, en particulier pour les fenfluramines, on a vu qu'il y avait beaucoup de populations exposées à ces médicaments. Quels sont les facteurs de risque pour développer une HTAP? Alors, pour les fenfluraminiques, ça ressemblait énormément à l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, donc plus de femmes, hein, mais par définition, elles étaient plus nombreuses à en prendre. Hein, à l'époque, c'était vrai. Et bon, le fait d'être BMPR2, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée quand on est exposé à ce genre de produit. Mais sinon, il n'y a pas de facteur de risque particulier. Le surpoids n'est pas un problème. Tu disais quoi? Il n'y a pas de population à risque? Non, je pense qu'être exposé à ce médicament, c'est un peu mystérieux. Hein. On n'est pas arrivé au bout de l'explication, mais Gérald dit toujours, c'est probablement un médicament qui déclenche l'hypertension artérielle pulmonaire chez des gens qui ont probablement des facteurs de risque. Mais on n'est pas arrivé à bien à part les BMPR2, les 2 jumelles et quelques autres, on n'est pas arrivé à bien définir. Moi, j'avais une petite question ici. Ouais. Oui. Non, vous parliez de l'intérêt éventuellement de regarder s'il n'y avait pas des méthamphétamines ou des stupéfiants chez les patients qui avaient un HTP. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça vaudrait la peine de travailler avec des services d'addictologie et dans ces cas-là, à l'inverse, dépister l'HTP? Ouais. Alors en France, je ne sais pas jusqu'où il faut aller. Alors on a un très bon ami qui s'appelle Laurent Carilla avec David, et on est allé le voir. Il est très connu hein, en addictologie. C'est quelqu'un d'extrêmement actif. On avait même évoqué à un moment une étude avec consentement où on ferait des tests urinaires dans toute la France, dans le cas d'un PHRC ou un équivalent. Et finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est quand même des problèmes éthiques et de confidentialité pas négligeables. Et en plus, en France, Laurent me dit qu'il y a beaucoup de méthamphétamines,
Je ne dois pas être très convaincant parce que dans toute ma carrière, il n'y en a qu'une qui m'a dit qu'elle en prenait. Toute ma carrière perso. Par contre, à Stanford, j'étais très impressionné. 1 sur 5. 1 sur 5. Et la vérité doit être entre les deux. À Londres, c'est beaucoup. À Londres, où elle est Athénaïs, il ne faut pas en prendre. À Londres, il y en a beaucoup. Et c'est évident que les collègues qui m'envoient des cas me parlent souvent. Dans la lettre, il y a toujours marqué s'il prend ou pas, si le patient prend ou pas des méthamphétamines. Chez nos collègues de la salle, et nous, on oublie de le mettre. Je pense qu'il faut mettre les expositions aux toxiques et aux médicaments de façon négative dans nos rapports. Merci infiniment, Marc, pour cette belle présentation. Et merci pour tout ce que tu fais pour le réseau et la filière. Et donc j'appelle Chloé Comarmont au pupitre qui va nous parler des hypertensions pulmonaires de connectivite, interniste à la Riboisière, à la lumière de ces nouvelles recommandations. Merci beaucoup au comité de pilotage de ces journées françaises HTP de m'avoir invité et de me faire découvrir cette journée où on discute de thématiques passionnantes autour de l'HTP. Et en tant qu'interniste, je vais vous parler des nouvelles recommandations de l'HTP associées aux connectivites. Donc dans ce tableau qui remonte aux anciennes recommandations, on voit que finalement l'HTP associé aux connectivites, on la retrouve pratiquement dans tous les groupes, aussi bien dans le groupe 1 avec l'HTAP ou de l'HTAP associé à de la maladie véno-occlusive, que de l'HTP associé à une atteinte cardiaque. Et puis, dans le groupe 3, l'HTP associé aux atteintes pulmonaires et notamment interstitielles, une part importante dans ces HTP associés aux connectivites. Et puis, l'HTP associé aux maladies thromboemboliques. Donc, les nouvelles recommandations nous donnent, finalement, ne changent pas ce tableau et ces groupes de maladies, mais nous donnent quand même un aperçu plus visuel et plus sympathique dans notre façon de classifier ces HTAP. Donc, en termes de fréquence, la première cause, évidemment, ça reste l'HTAP idiopathique, mais on voit que les connectivites arrivent en deuxième position, avec 15% d'association à des connectivites. Et en tête de gondole de ces connectivites, on en a parlé déjà dans beaucoup de topos précédemment, et c'est pas pour rien, c'est la sclérodermie. Avec 76% donc qui représente 76% de ces connectivites. Et puis, de façon un peu plus anecdotique, mais qui existe quand même, associée à du lupus ou associée à des connectivites mixtes. Et puis, de façon beaucoup plus rare, Sjögren, polyarthrite rhumatoïde, et puis des myosites inflammatoires. Donc, en termes de prévalence, au sein des sclérodermies, l'HTAP représente quand même de 5 à 19% de ces malades. Donc, c'est, en tout cas, nous, internistes, qui voyons quand même pas mal de sclérodermies, c'est vraiment un cheval de bataille important à traquer et à dépister. On va le revoir. Et en termes d'incidence, quand on a une sclérodermie, de développer une HTAP, c'est 0,7 à 1,5%. Alors pourquoi c'est important? C'est que non seulement c'est quand même pas anecdotique donc d'avoir des HTAP associés aux sclérodermies, mais en plus la survie est moins bonne dans les HTAP de sclérodermie par rapport aux HTAP idiopathiques. Donc ça c'est ce qu'on voit sur ces courbes, aussi bien en termes de survie d'HTAP idiopathiques en rouge par rapport à des HTAP de connectivite, et puis on a vu au sein des connectivites, c'est surtout la sclérodermie en pointillé vert. Donc c'est vrai aussi bien sur ces courbes de survie qu'en termes d'hospitalisation.
donc une morbimortalité importante. Et puis au sein des connectivites, la sclérodermie, c'est la plus grave. Donc il y a une moins bonne survie des HTAP de sclérodermie par rapport à celle du lupus. Il y a une moins bonne survie des HTAP de sclérodermie par rapport à celle du Sharp. Et il y a une moins bonne survie des HTAP de la sclérodermie par rapport au PR. Donc ça, c'était les anciennes recommandations qui faisaient... Alors, on parle beaucoup de nombre de lignes dans les guidelines. Alors, le nombre de lignes dans les guidelines 2015 HTAP Connectivity, c'était finalement ces deux... Enfin, voilà, il n'y avait pas beaucoup de points. Et on m'avait dit, tu verras, il n'y a pas beaucoup de changements entre 2015 et 2022. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait pas mal et que c'était vraiment beaucoup mieux développé, on va le voir. Donc, en 2015, globalement, on appuyait beaucoup dans la sclérodermie le dépistage annuel, vraiment systématique, même si on n'a pas de symptômes, ETT, DLCO, les biomarqueurs, tropo, BNP. Et puis, dans les autres connectivites, comme c'est beaucoup plus rare, c'est vraiment faire cette recherche d'HTAP s'il y a des symptômes. Et puis vous voyez qu'en 2022, ça s'est franchement développé, les recommandations. Alors on a toujours ce screening annuel absolument indispensable pour détecter, même chez des patientes asymptomatiques qui ont une sclérodermie, vraiment l'ETT, la DLCO, le test de marche, et puis les biomarqueurs. Et puis un point qui avait été un petit peu évincé dans les recommandations de 2015, c'est le DETECT algorithme. Donc ça, le professeur Achula vous en a dit deux mots dans un commentaire au cours d'un précédent topo, où finalement, et d'où coule cette recommandation, c'est que chez des sclérodermies qui ont plus de 3 ans d'évolution, et même si elles sont asymptomatiques, et associées à une DLCO qui est inférieure à 60%, on va le voir, ces patients-là doivent être dépistés. On va le voir. Autre recommandation, c'est si j'ai des symptômes qui sont toujours inexpliqués malgré des examens non invasifs, ne pas hésiter à faire le cathé droit. Si j'ai des symptômes, je peux sensibiliser ma démarche diagnostique par des tests d'effort et l'IRM cardiaque également, avant d'aller au cathé droit. Et si j'ai une forme de connectivité mixte de Sharp qui a un chevauchement, une forme chevauchante avec une sclérodermie, on revient sur la recommandation de dépistage annuel présent dans le premier point. Et puis, sur les autres sclérodermies, donc sur les autres connectivités hors sclérodermie, si le patient est symptomatique, dépistage, ETT, BNP, DLCO, test de marche et test d'effort. Donc la DETECT study, elle est vraiment, qui avait été un petit peu oubliée dans les dernières guidelines. Cela a été remis en valeur. Donc, dans cette étude, où ils ont montré finalement sur un groupe de sclérodermie, donc quasiment presque 500 patientes, avec une évolutivité de plus de 3 ans et une DLCO inférieure à 60, finalement, un tiers de ces patientes au cathé droit avaient une HTP, avec et parmi ce tiers d'hypertension pulmonaire, il y en avait un quart qui avait une HTAP, alors que finalement, vous voyez qu'au sein de ce quart de patients, 87 malades avec une HTAP, finalement, il y en avait presque 38% qui passaient à travers les mailles du filet de l'échographie et de l'évaluation de l'insuffisance de l'IT. Et donc, l'algorithme,
se traduit en 2 étapes, où il y a une évaluation de plusieurs critères, le pourcentage de la DLCO, la présence de téléangiectasie, les anticorps, le NT-proBNP, le CG, et en fonction de cette première étape, finalement, on va ou pas faire l'échographie cardiaque, ce qui est un petit peu discutable, parce que finalement, dans notre dépistage, faire une ETT en plus de quelque chose de non invasif ajoutera un point supplémentaire dans notre démarche pour envoyer les patients faire un cathé droit ou pas. Donc l'évaluation du risque, ça, Athénaïs vous en a pas mal parlé. Donc ça, c'est le tableau qui apparaît et qui va permettre de faire la décision de quelle combinaison thérapeutique on va faire en fonction du risque du patient, avec des critères d'évaluation qui vont être cliniques, en fonction des tests d'exercice et en fonction de la fonction ventriculaire droite. Et donc le premier tableau, c'est, on le verra, donc c'est la stratification en trois groupes. Et puis le deuxième tableau qui apparaîtra plutôt à la réévaluation, on en a discuté, la séparation en 4 groupes de risques. Donc les traitements spécifiques de l'HTAP, ça, on vous en a également parlé. Finalement, c'est les 3 voies. Ce schéma date un petit peu, mais est toujours très vrai. Donc, soit la voie de l'endothéline, soit la voie du NO, soit la voie de la prostacycline, qui sont finalement les 3 grandes voies sur lesquelles on va pouvoir agir pour avoir les traitements spécifiques de l'HTAP. Et donc, les études importantes qui sont sorties finalement durant ces 5 dernières années, c'est que le selexipag, un agoniste des récepteurs de la prostacycline, va permettre au sein d'une population d'HTAP de connectivite et avec des sclérodermies et des lupus, de diminuer la mortalité et la morbidité. Donc ça c'est ce qu'on retrouve. Donc ça, c'était sur l'évaluation d'un critère composite. Et puis, une autre étude importante, c'est par la combinaison, une thérapie combinée par rapport à une monothérapie chez ces patients avec une HTAP associée au connectivite. Donc, en tout cas, cette thérapie combinée permettait de réduire le risque d'événements cardiovasculaires, principalement hospitalisation, aggravation de l'HTAP, par rapport à une monothérapie, soit par embrisentan, soit par tadalafil. Mais il n'y avait pas de différence dans cette étude en termes de gain de classe fonctionnelle ou en termes de mortalité. Alors, ça, c'était la partie des traitements spécifiques pour les HTAP de sclérodermie. Il faut savoir qu'il y a parfois, c'est difficile de classer ces patientes parce que les sclérodermies sont dans 40% des cas associées à des atteintes interstitielles. Et ce qui fait qu'on ne sait pas forcément exact. C'est difficile de les classer en groupe 1 ou en groupe 3. Et on va voir qu'en termes de thérapeutique, c'est quand même différent. Et donc en termes de survie, des sclérodermies avec une atteinte interstitielle par rapport à des sclérodermies qui ont une HTAP et qui n'ont pas d'atteinte interstitielle, eh bien c'est différent. Vous voyez cette étude en 2009, à quasiment 5 ans, on était à 60% de survie dans le groupe HTAP sclérodermie et une mortalité terrible dans le groupe sclérodermie HTP associé à une atteinte interstitielle de sclérodermie. Si on se place 12 ans après, et toujours qu'on met le curseur à 5 ans, on voit quand même qu'on est un peu meilleur, heureusement,
dans les deux groupes d'ailleurs, mais notamment dans le groupe d'HTP associé à une atteinte interstitielle de sclérodermie. Et dans cette étude rétrospective sur l'efficacité des traitements de traitements spécifiques d'HTAP mis soit d'HTP de sclérodermie, ils ont pu comparer les sclérodermies, donc les HTAP de sclérodermie par rapport aux HTP de sclérodermie avec une atteinte interstitielle. On voit que clairement, c'est des profils cliniques qui vont être différents, avec plus de sclérodermies qui vont être limitées dans le groupe HTAP de sclérodermie et plus de sclérodermie diffuse dans le groupe d'atteinte interstitielle. Une immunologie qui va être différente, plus de centromères, ça c'est attendu, plus de centromères dans les HTAP de sclérodermie par rapport à plus de SCL70 dans le groupe d'atteinte interstitielle. Et puis des profils hémodynamiques et fonctionnels qui, eux, également vont être différents, notamment avec plus d'effondrement de la DLCO dans les atteintes interstitielles. Donc, comme un petit peu pressenti par les différentes études rétrospectives auparavant, c'est qu'il n'y a pas d'efficacité en termes de gains fonctionnels en termes de gains cliniques des traitements de l'HTA spécifiques de l'HTAP dans les atteintes d'HTP de sclérodermie avec atteinte interstitielle. Voilà, donc ça c'est une des grandes déceptions, on va dire, de ces traitements. Mais on ne va pas en rester là, parce qu'il y a quand même cette étude publiée dans le New England en 2021, où ils ont traité un certain nombre de malades avec du tréprostinil en inhalé dans des HTP associés à une atteinte interstitielle. Et on voit que dans ce groupe de malades d'atteinte interstitielle, il y en a quand même un certain nombre qui ont une connectivite et que ce traitement par voie inhalée, donc un analogue de prostacycline par voie inhalée, permet quand même de façon significative un gain en termes de tests de marche de l'ordre de 30 mètres. Donc une analyse intéressante, mais évidemment avec un groupe de patients d'HTP, d'atteinte interstitielle de sclérodermie qui est plus faible, et donc ça serait intéressant d'avoir le détail de ce sous-groupe. Donc, les indications thérapeutiques, finalement, donc ça, le professeur Sidvon vous l'a bien, vous l'a détaillé. Vous avez eu déjà plein de questions sur, notamment, les comorbidités que moi non plus je n'avais pas bien saisies. Donc, en fonction de la stratification du risque, faire une bithérapie plus ou moins associée aux analogues de la prostacycline, et puis une réévaluation à 3 à 6 mois. Et donc pour les patients qui en effet restent symptomatiques, gardez quand même que le cathé droit est certainement intéressant pour réévaluer ces patients vu la gravité de leur maladie. Et donc là aussi une ouverture s'il n'y a pas de réponse suffisante à faire un switch ou à combiner encore d'autres thérapeutiques. Alors est-ce qu'il y a une place pour les immunosuppresseurs? Là aussi on reste un peu sur sa faim parce que c'est vrai que les internistes on aime quand même beaucoup les biothérapies. Et donc, les recommandations restent plutôt sur immunosuppresseurs, plutôt non. Alors, c'est un peu basé sur une des seules études qui existent, qui est quand même très, très limitée en termes de nombre de patients, qui date de 2006, où des malades avec une HTP
HTP associée à une sclérodermie, un lupus ou une connectivite mixte étaient traités avec des bolus d'endoxan et des corticoïdes. Et vous voyez que quand on regarde les résultats de réponse sur la sclérodermie, c'est 0 sur 6. Et puis, quand même, 38% de réponse chez les patients avec un lupus ou une sclérodermie. Alors, ces résultats sont à mettre, évidemment, est-ce que réponse ou pas, ou est-ce que évolution naturelle de la maladie, puisqu'on sait que la sclérodermie est de toute façon a une évolution moins favorable que le lupus et le Sharp. Il faut quand même mettre en balance les nouveaux traitements, enfin en tout cas les thérapies plus ciblées, qui peuvent fonctionner dans ces connectivites. Et c'est une étude pilote publiée en 2021 qui a comparé le fait de mettre dans le cadre de patients, donc 57 patients qui avaient une HTAP associée à une sclérodermie, rituximab J1, J15, 1 gramme, versus placebo. Et donc sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a à 6 mois, à 24 semaines, il y a un gain d'à peu près 30 mètres sur le test de marche. Et ce qui est assez joli de voir, c'est que c'est un peu en miroir de la déplétion des CD19, donc de la déplétion B. Et donc là, sur l'autre graphe, c'est en analyse secondaire, donc un gain du test de marche en termes de test de marche 6 minutes, un gain du groupe de patients traités par rituximab par rapport à celui qui reçoit du placebo. Donc ne pas enterrer complètement les immunosuppresseurs, au contraire, plutôt une carence en études, et donc voilà, développer plutôt des études en ce sens. Alors l'anticoagulation, globalement c'est non. Non, pourquoi ? Eh bien parce que dans l'étude Compera, en rouge vous avez le groupe de patients avec une HTAP donc au sein des HTAP de sclérodermie. En rouge c'est les patients non anticoagulés, puis en vert les patients anticoagulés. Et on voit que au début les courbes se séparent pas trop, et puis finalement entre 1 et 3 ans, les courbes se séparent, donc avec, même si ce n'était pas significatif, un surrisque en termes de survie, voilà, une moins bonne survie dans le groupe anticoagulé. Et puis c'était vrai également dans l'étude Reveal, avec une séparation également des deux groupes. Donc en rouge, le bras qui recevait de la warfarine par rapport en pointillé à ceux qui n'en recevaient pas. Et donc là encore, on voit que les deux courbes se séparent, et plutôt voilà, avec un surrisque de mortalité dans le bras anticoagulé. Et enfin, la transplantation. Alors, c'est des patientes qui, souvent, les chirurgiens nous tournent les dos quand on parle de transplantation chez ces patientes, parce que, évidemment, les sclérodermies, quand elles arrivent à la greffe, c'est souvent qu'elles ont des histoires d'ulcères digitaux, qu'elles ont une atteinte intestinale avec de la gastroparésie, elles sont souvent un peu dénutries, elles peuvent avoir une atteinte cardiaque, une atteinte musculaire. Donc, c'est des patientes qui font... Voilà, pas forcément un peu rebuter nos chirurgiens. Et c'est vrai que quand on regarde les courbes de survie de patientes transplantées avec une sclérodermie par rapport à des patientes transplantées avec pour une fibrose pulmonaire idiopathique, en fait, les deux courbes au tout début, donc dans la première année, vont avoir tendance à se séparer avec une moins bonne survie des patients de sclérodermie transplantés. Mais finalement, quand on regarde le suivi à plus long terme, ces courbes se rejoignent. Donc après un cap difficile, finalement, on peut avoir des patientes avec une longue survivor, on va dire. Et donc dans les recommandations, qu'est-ce qui apparaît par rapport à avant ? C'est finalement de référer ces patientes très vite dans un centre de référence. Et puis on vous parle de l'ECMO.
alors on vous en a longuement parlé dans le topo précédent, mais c'est quelque chose qui est quand même assez récent, l'ECMO, en termes de bridge par rapport à la transplantation, qui va permettre de faire passer des patientes qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de transplanter avec un accès à la transplantation en super urgence. Et c'est quand même une notion qui est des pratiques vraiment nouvelles, en tout cas notamment chez nous internistes avec des maladies, des connectivites, des maladies auto-immunes. Donc des transplantations à discuter vraiment clairement au cas par cas et avec des résultats qui peuvent être extrêmement intéressants, y compris à long terme. On a vu des survies qui auparavant étaient plutôt de l'ordre de 60 mois et qui sont maintenant passées quasiment au double. Donc ça vaut le coup. Voilà, donc que retenir ? Finalement, le dépistage annuel au cours de la sclérodermie, ça reste absolument incontournable. Stratifier le risque pour choisir évidemment le bon traitement. Sensibiliser les manœuvres de dépistage avec les tests d'effort, bien qu'on a vu que la difficulté, c'était aussi de voir si les échos d'effort, de choisir le bon paramètre pour décider de tel ou tel patient irait faire un cathé droit, que les traitements spécifiques de l'HTAP, on a vu que au cours de l'HTAP dans la sclérodermie, ça marche moins bien que dans l'HTAP idiopathique. Ça nécessite de toute façon une réévaluation à 3 à 6 mois. Et que dans l'HTP associé à l'atteinte interstitielle de sclérodermie, grosse déception, les traitements spécifiques ne marchent pas. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, encore peu de place pour les immunosuppresseurs, même s'il y avait quand même de la lumière sur les HTAP de lupus et de connectivité mixte, mais ne pas enterrer vraiment les nouvelles biothérapies comme le rituximab. C'est surtout un manque d'études, je pense, pour accéder et pour réussir à démontrer une efficacité de ces traitements pour ces maladies, et pas mélanger non plus toutes les maladies, parce que c'est vrai que comme il y a peu de malades, on a tendance à mélanger les sclérodermies, les lupus et les Sharp. C'est un petit peu comme si je faisais une étude où je mélangeais au sein des vascularites maladies de Horton et vascularites à ANCA qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes profils. Clairement pas de place pour l'anticoagulation au jour d'aujourd'hui, et la transplantation, vraiment, je pense que c'est une histoire d'expertise qui va en crescendo, avec l'accès à de la transplantation en super urgence et de la gestion avec l'ECMO avant et en post-transplantation de mieux en mieux, qui permet de faire bénéficier ces patientes de cette thérapeutique un peu de l'extrême, mais qui en sauve. Je remercie encore le comité scientifique et d'organisation de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je remercie tout particulièrement le professeur Olivier Sidbon et Athénaïs Boucli, qui, pour la petite histoire, a été mon externe quand j'étais interne et que j'ai complètement échoué de convaincre de faire de la médecine interne, et qui est devenue une pneumologue, mais dont je suis très fière, puisque là... ah ouais. C'est ça. En plus, comme mon mari est pneumologue, j'avais tout donné. J'avais dit, ouais, la pneumo, c'est génial. Bon, moi, j'ai choisi la médecine interne, mais elle n'avait pas voulu. Donc, voilà. En tout cas, bravo Athénaïs d'avoir atterri aussi dans une équipe experte et mondialement reconnue. Donc, toutes mes félicitations. Et une petite photo de l'équipe avec qui je travaille au quotidien. Merci beaucoup pour cette revue générale, et heureusement, il faut continuer à screener tous les ans les patients sclérodermiques pour l'hypertension pulmonaire. Des questions dans la salle ? Oui. Le temps que vous montiez, vous utilisez systématiquement des textes chez tous les patients tous les ans pour évaluer le score, pour déterminer s'il faut faire un cathétérisme cardiaque ou pas ? Non. Non. Nous, si. Bon, mais je dirais un petit mot. Oui, merci beaucoup, Colé, pour cette présentation. On a un peu la crainte, nous, toujours, quand on a une sclérodermie avec une HTAP, que ce soit une maladie véno-occlusive.
Et globalement, si on ne l'a pas diagnostiqué au départ, on se fait des fois un peu rattraper quand on monte un peu les traitements en combinaison. Et on a un peu l'impression que finalement, quelque part 100% ou pas très loin, je ne sais pas trop, sont finalement des maladies véno-occlusives. Et on est un peu... Enfin, je ne sais pas, nous, c'est une alerte qu'on a, et est-ce qu'on a raison d'avoir cette alerte ? Alors, ça, c'est sûr qu'il y a raison d'avoir cette alerte. Vous mettez une combinaison, une bithérapie en général, ou sur la bithérapie? Parce que nous, on est peut-être un peu plus... Un peu séquentiel, c'est-à-dire qu'on monte des fois par cran. Après, c'est toujours la difficulté, je trouve, que c'est des malades souvent graves. On sait que le pronostic, il est moins bon, donc on a envie de ne pas perdre de temps. Mais on est... Je ne sais pas, c'est un peu la question, c'est est-ce qu'on doit faire une combinaison d'emblée? Est-ce qu'on doit faire un peu plus attention que d'autres malades du groupe 1? Alors, je ne sais pas quelle est l'expérience dans les centres experts, mais nous, on a plutôt tendance à commencer par une monothérapie et y aller vraiment doucement, parce qu'en termes de tolérance, on a parlé des comorbidités et du problème de tolérance, mais avec la définition très large de comorbidité, nous, clairement, c'est des malades où on va commencer doucement. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il faut se poser la question devant tout patient sclérodermique pour qui on fait un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1, et donc faire réévaluer systématiquement le scanner thoracique à la recherche des critères de composantes véno-occlusives, bien jeter un œil sur la DLCO, parce que si elle est à 30%, méfiance, et alors on va à petits pas. Mais c'est une question à se poser toujours. Je pense qu'on va avancer parce qu'on est un petit peu en retard. Merci. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir Marianne Rioux de Strasbourg pour une communication sur l'hypertension portopulmonaire. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir de clôturer cette journée sur une mise au point sur l'hypertension portopulmonaire. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, on va commencer par quelques rappels sur les atteintes vasculaires pulmonaires de l'hypertension portale. Comme vous le savez, les patients qui présentent une hypertension portale ont, pour la majorité d'entre eux, des résistances vasculaires pulmonaires qui sont inférieures à celles de la population générale, du fait d'un syndrome hyperkinétique et d'un défaut de vasoréactivité pulmonaire chez ces patients. Néanmoins, certains patients vont présenter des atteintes vasculaires pulmonaires liées à une perturbation de l'homéostasie vasculaire qui témoignent d'une interaction forte entre la circulation portale et la circulation pulmonaire. Ces patients peuvent présenter un syndrome hépatopulmonaire qui est lié à une dilatation pulmonaire, une néoangiogénèse capillaire et qui conduit à une altération des échanges gazeux. Mais certains d'entre eux vont présenter des résistances vasculaires pulmonaires qui vont être élevées à l'origine d'une dysfonction cardiaque droite liée à un remodelage vasculaire pulmonaire, et donc c'est ce qu'on appelle l'hypertension portopulmonaire. Alors l'hypertension portopulmonaire, elle fait partie du groupe 1 de l'HTAP et elle est définie par l'association d'une hypertension portale et d'une hypertension pulmonaire précapillaire. Et je vous ai remis ici la définition suite aux dernières recommandations, avec abaissement du seuil de résistance vasculaire pulmonaire à 2 unités Wood. Dans le registre français, l'hypertension portopulmonaire représente 17% environ des cas incidents d'HTAP, et c'est une particularité française, cette forte incidence, liée en partie à une sensibilisation des centres de transplantation hépatique à rechercher une hypertension artérielle pulmonaire chez les patients qui présentent une hypertension portale. Concernant la physiopathologie de l'hypertension portopulmonaire, plusieurs mécanismes entrent en jeu. On sait qu'il existe une dysrégulation entre des facteurs pro-angiogéniques et des facteurs anti-angiogéniques, mais également l'inflammation systémique et le shear stress vont entraîner une dysfonction endothéliale pulmonaire à l'origine d'un remodelage vasculaire pulmonaire et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Néanmoins, tous les patients qui présentent une hypertension portale ne vont pas développer d'HTAP, et donc il existe des facteurs individuels comme le sexe féminin, l'auto-immunité, des facteurs génétiques ou des facteurs toxiques qui peuvent également entrer dans la physiopathologie. Plus récemment, des études ont montré que les patients qui présentaient une hypertension portopulmonaire ont une diminution des taux circulants de BMP9, et donc cette voie serait potentiellement également impliquée dans la physiopathologie de l'hypertension portopulmonaire.
Alors, pour revenir aux recommandations et en pratique, chez qui rechercher une hypertension artérielle pulmonaire? Eh bien, les recommandations nous disent qu'il faut réaliser une échocardiographie chez les patients atteints d'hypertension portale ou maladie hépatique qui présentent des signes ou des symptômes qui sont évocateurs d'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire une dyspnée inexpliquée ou un malaise type syncope ou une rétention hydrosodée non expliquée par la pathologie hépatique ou une élévation du BNP ou du NT-proBNP. L'échocardiographie doit être également systématique chez tous les patients chez qui on envisage une transplantation hépatique ou un TIPS. Je ne vous ai pas remis ici les critères de probabilité, mais en cas de suspicion d'hypertension pulmonaire à l'échographie cardiaque, il faut compléter l'examen par un cathétérisme cardiaque droit afin de confirmer le diagnostic. En effet, ces patients peuvent présenter plusieurs profils hémodynamiques avec une élévation de pression artérielle pulmonaire qui peut être liée à des mécanismes passifs liés au syndrome hyperkinétique ou à la rétention hydrosodée. Ces patients-là vont présenter une élévation de la PAP moyenne avec un débit cardiaque qui sera normal dans le pire des cas, mais surtout un débit cardiaque qui est augmenté et des résistances vasculaires pulmonaires qui sont abaissées. A contrario, les patients qui présentent une hypertension portopulmonaire, donc une véritable maladie vasculaire pulmonaire, ont des niveaux de pression artérielle pulmonaire moyenne qui sont plus élevés, ont un débit cardiaque qui est normal ou diminué et des résistances vasculaires pulmonaires augmentées. Alors, dans le registre français, je vous remontre ici une étude qui a été publiée il y a 2 ans par Laurent, sur 637 cas incidents d'hypertension portopulmonaire, dont 63 ont été transplantés hépatiques. Ces patients étaient majoritairement des hommes, pour 58%, avec un âge moyen de 55 ans. Et on voit que, indépendamment le degré de cirrhose n'est pas forcément un facteur qui conditionne ou non le développement de l'hypertension portopulmonaire. En effet, on voit que 60% à peu près des patients du registre français ont une cirrhose compensée Child A. Concernant les paramètres cliniques et hémodynamiques, ils sont relativement similaires à ce qu'on peut observer dans la HTAP idiopathique, avec néanmoins un débit cardiaque qui est un petit peu plus élevé chez les patients qui présentent une hypertension portopulmonaire et des niveaux de résistance vasculaire pulmonaire qui sont un petit peu plus bas, à 7 unités Wood en moyenne. Concernant la survie dans le registre français, on voit qu'elle était de 51% à 5 ans, avec une mortalité de 30% environ à 3 ans chez ces patients. Et le principal facteur pronostic était la sévérité de la cirrhose sous-jacente, avec une survie qui était catastrophique chez les patients qui présentent une cirrhose Child C. Si on s'intéresse d'un peu plus près aux causes de mortalité chez ces patients, en fait, elles étaient variables selon la sévérité de l'atteinte hépatique. Et on voit que les patients avec cirrhose sévère mouraient principalement de causes hépatiques, pour 40% d'entre eux environ, alors que les patients avec cirrhose modérée décédaient principalement de carcinome, soit hépatocellulaire ou extrahépatique, et pour 20% d'entre eux d'HTAP. Ici, c'est une autre étude sur 190 patients américaines qui compare en fait les hommes et les femmes. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que les femmes présentaient majoritairement des causes auto-immunes d'atteinte hépatique ou des cirrhoses biliaires primitives. Elles étaient un petit peu moins sévères au niveau de leur maladie hépatique, avec un score MELD à 12 versus 14 chez les hommes. Elles étaient un petit peu plus sévères au niveau hémodynamique. À la baseline, en post-traitement, il n'y avait pas de différence. Et les auteurs ont discriminé en fonction de l'âge les patients. Et on voit que chez les patients de moins de 50 ans, il y avait une surmortalité chez les femmes comparée aux hommes. Alors, pour ensuite passer à la prise en charge de l'hypertension portopulmonaire, je vous ai remis ici le tableau des recommandations. Et elles insistent tout d'abord sur la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés, à la fois d'hypertension pulmonaire, mais également spécialisés pour la prise en charge de la maladie hépatique et pour la transplantation hépatique.
On va reparler des traitements plus en détail pour les patients chez qui on diagnostique une hypertension portopulmonaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements de l'hypertension artérielle pulmonaire ne sont pas recommandés chez les patients qui présentent des mécanismes passifs d'élévation de la PAP moyenne. Alors, le choix du traitement dans l'hypertension portopulmonaire va dépendre certes de la sévérité de l'hypertension pulmonaire, mais également de la sévérité de la maladie hépatique. Et il faut toujours avoir à l'esprit si le patient a ou risque d'avoir une indication de transplantation hépatique. Jusqu'à récemment, en fait, les traitements de l'HTAP dans l'hypertension portopulmonaire étaient prescrits et ceci était basé sur des études souvent rétrospectives de registre. Et l'étude Portico est la première étude prospective sur l'utilisation du macitentan chez les patients atteints d'hypertension portopulmonaire. Ces patients étaient soit naïfs de traitement, soit déjà traités par IPDE5. Et ce qu'on a observé dans cette étude, c'est qu'il existait une diminution de 35% des résistances vasculaires pulmonaires dans le bras macitentan versus placebo à 12 semaines, mais qu'il n'y avait pas de modification de la classe fonctionnelle NYHA, du NT-proBNP et du test de marche de 6 minutes. Qu'en est-il du registre français ? Sur les 637 patients du registre qui avaient été analysés, on voit que 90% d'entre eux étaient traités par traitement spécifique de la HTAP, avec pour la majorité des cas, 75%, une monothérapie initiale. Et si on regarde plus précisément les classes thérapeutiques, on voit que ces patients étaient majoritairement traités par IPDE5 et de façon moindre par des antagonistes, des récepteurs à l'endothéline du fait d'une potentielle toxicité hépatique. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que les patients qui sont sous prostacycline par voie intraveineuse deviennent extrêmement rares, moins de 1%. Si on regarde l'évolution hémodynamique et du test de marche de 6 minutes chez ces patients sous traitement, on voit finalement qu'il n'y a pas d'effet de classe thérapeutique, c'est-à-dire qu'il existe une diminution des résistances vasculaires pulmonaires autour de 40%, comme ce qui a été observé dans l'étude Portico, que le patient soit traité par antagoniste des récepteurs à l'endothéline ou IPDE5. Par contre, il existe un effet cumulatif des traitements avec une diminution à moins de 64% chez les patients sous bithérapie. Concernant le test de marche de 6 minutes, les données étaient relativement similaires avec une amélioration plus importante du test de marche, plus 93 mètres chez les patients sous bithérapie. Alors, il y a une inversion de diapo, mais ce n'est pas grave. Les traitements de l'HTAP sont également très importants quand on envisage une transplantation hépatique, puisque, comme vous le savez, les patients qui présentent une hypertension portopulmonaire peuvent être contre-indiqués à la transplantation hépatique s'ils ont une hémodynamique trop sévère. Ici, ce schéma résume en fait les critères de Krofka déjà établis il y a plus de 20 ans, qui nous permettent en fait de savoir si le patient va pouvoir accéder à la transplantation ou non en fonction de son hémodynamique. En effet, on sait que si le patient a une pression artérielle pulmonaire moyenne à plus de 50 mm de mercure, ou alors des résistances à plus de 3 à 4 unités Wood avec une PAP moyenne à plus de 35 ou 50 mm de mercure, le risque de mortalité en péropératoire ou post-opératoire est très élevé. Et dans ce cas, il est recommandé de mettre en place des traitements spécifiques de la HTAP en bridge to transplantation afin d'abaisser les pressions et les résistances et de permettre de façon sécurisée la transplantation. Une fois que le patient est sur liste de transplantation, le temps d'attente sur liste va être conditionné par la sévérité de la maladie hépatique en fonction du score MELD. Ici, je vous ai remis la formule qui permet de le calculer. Donc, c'est un score qui dépend en fait de paramètres biologiques, créatinine, bilirubine et INR. Et chez les patients atteints d'hypertension portopulmonaire, on pourra être amené à demander des exceptions au MELD afin de ne pas retarder la transplantation chez ces patients. Concernant la gestion pér- et post-opératoire de la transplantation hépatique, les patients qui présentent une hypertension portopulmonaire sont à risque de dysfonction cardiaque droite en pér- et post-opératoire immédiat,
du fait de modifications hémodynamiques pendant la transplantation, avec une augmentation de la précharge ventriculaire droite dans les suites de la phase de reperfusion. Et il faut donc les monitorer de près en périopératoire avec une Swan-Ganz pour optimiser la volémie et la fonction ventriculaire droite. Il a également été montré que ces patients sont à risque d'aggravation de leur HTAP dans les 6 mois qui suivent la transplantation. Et donc, il ne faut surtout pas alléger les traitements spécifiques de la HTAP durant les 6 premiers mois post-greffe. Dans les suites, l'adaptation des traitements de la HTAP après 6 mois doit se discuter selon l'évolution. En effet, on voit dans cette étude qu'un tiers des patients ont normalisé leur hémodynamique de repos à distance de la transplantation, ce qui a permis un allègement du traitement, voire un arrêt du traitement de la HTAP chez certains patients. Néanmoins, les mécanismes qui conduisent à une normalisation de l'hémodynamique de repos à distance sont mal connus. Enfin, il existe quelques cas anecdotiques d'HTAP de novo post-transplantation hépatique. Concernant la survie après transplantation hépatique, on voit ici, dans le registre français toujours, que les patients transplantés ont une nettement meilleure survie que les patients qui avaient une indication de transplantation hépatique mais qui n'ont pas été transplantés, ici en pointillé, mais également que les patients qui n'avaient pas d'indication de transplantation hépatique, et ce, quelle que soit la gravité de la maladie hépatique sous-jacente. Donc, en conclusion, l'hypertension portopulmonaire, c'est la 3e cause d'HTAP dans le registre français. C'est une complication grave de la cirrhose avec un impact sur le pronostic fonctionnel et vital des patients. Les dernières recommandations soulignent l'importance d'une prise en charge multidisciplinaire dans des centres spécialisés en hypertension pulmonaire, mais également des centres spécialisés dans la prise en charge des maladies hépatiques. L'effet hémodynamique des traitements de la HTAP a été démontré dans l'hypertension portopulmonaire et reste à adapter au cas par cas selon le profil hémodynamique et la sévérité de la cirrhose. On a vu qu'il existe une possible réversibilité de la HTAP après transplantation hépatique, mais les facteurs prédictifs de cette réversibilité sont mal identifiés. Et on peut se poser la question, même si c'est encore assez précoce, de la place de la transplantation hépatique chez les patients avec une hypertension portopulmonaire et une atteinte hépatique moins sévère. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Effectivement, donc, tu montres bien que la majorité des patients du registre portopulmonaire français ont un Child A, donc ne sont pas dans les critères habituels de transplantation hépatique, et pourtant leur survie est nettement améliorée une fois qu'on les transplante. Donc ça pose clairement la question de renverser complètement le dogme qu'on avait à une époque, où l'hypertension pulmonaire était une contre-indication à la transplantation hépatique. Est-ce que maintenant, ce n'est pas en train de devenir une indication, finalement, à la transplantation hépatique, indépendamment de la sévérité de la maladie hépatique sous-jacente ? C'est sûr, c'est une question compliquée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir le micro. Est-ce qu'on peut avoir le micro pour Laurent Saval devant ? Alors, je crois qu'il faut faire aussi quand même attention à ne pas surinterpréter les résultats, puisque la survie des patients qui ont été transplantés est effectivement très bonne, mais c'est forcément des patients qui sont sélectionnés. Donc les patients qui ont été transplantés avec un Child A, c'est des patients en fait, qui avaient un CHC, et donc qui ont été transplantés pour ça. L'autre chose importante, c'est que la survie des patients qui sont Child A et qui ont une HTAP et qui n'ont pas été transplantés, comme l'a dit Marianne, plus de 50% d'entre eux meurent, 40% meurent d'une cause carcinologique, qu'elles soient intrahépatiques ou extrahépatiques, donc aussi beaucoup des comorbidités. Donc tout ça, bien sûr, ça entraîne aussi des biais.
Néanmoins, effectivement, on a une très bonne survie maintenant parce qu'on sélectionne bien les patients, on manage mieux les traitements avant la transplantation hépatique. Et donc, ça peut se faire poser la question, effectivement, d'avancer un peu le projet de la transplantation. Néanmoins, on a aussi des patients qui sont Child A avec une HTAP qui répondent très bien au traitement et qui ont une très bonne survie. Donc, leur faire prendre le risque de la transplantation, c'est difficile aussi. Donc je crois qu'il peut se poser la question quand même d'anticiper des projets de transplantation hépatique dans des cas assez particuliers. Dès lors déjà qu'il y a une évolution de la cirrhose, on ne va pas attendre que le patient ait des critères stricto sensu de transplantation pour l'envisager. Il faut anticiper avant d'être dans une situation très difficile. Et l'autre cas qui est fait de plus en plus quand même, c'est chez les enfants ou les jeunes adultes qui ont par exemple des atrésies des voies biliaires congénitales. On sait que ces patients vont avoir à un moment ou à un autre un projet de transplantation. On sait aussi que ces patients peuvent développer une hypertension porto-pulmonaire et que généralement, c'est des patients qui évoluent très bien sur leur maladie vasculaire pulmonaire. Donc clairement, là, on va pouvoir, chez ces enfants ou jeunes adultes, discuter d'un projet de transplantation bien en amont avant de se retrouver dans une situation difficile avec 5 ans d'HTAP derrière et une cirrhose qui est plus avancée. Et donc, chez ces patients-là, on a tendance quand même à discuter de la transplantation hépatique beaucoup plus tôt pour essayer de réduire les risques d'une transplantation qui, de toute façon, arrivera à un moment ou à un autre. Merci Marianne. Est-ce qu'il y a une monothérapie à privilégier entre les antagonistes des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 selon toi? Et est-ce qu'on a assez de données pour dire il vaut mieux, je sais pas, utiliser du tadalafil qu'autre chose? Alors, donc, au vu des données du registre français, l'efficacité est similaire. Après, je dirais que c'est au cas par cas, ça dépend de la sévérité de la cirrhose aussi, puisque quand même, on a tendance à prescrire ces traitements chez des patients qui étaient en child B et C. Et c'est des cas où les traitements sont hors AMM, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que j'ai tendance aussi à mettre un IPDE5 en première intention et à privilégier le tadalafil, pour ma part en tout cas. Alors. On va remercier